Regardez cette maison. Une demeure bourgeoise, sans histoire, dans un quartier tranquille de Nantes. Le 55, boulevard Robert Schumann. Elle respire la normalité, la vie de famille, les dimanches après-midi paisibles. C'est la façade de la perfection. Mais derrière ces murs, sous ce jardin, se cachait un secret si noir, si inimaginable, qu'il a transformé cette maison en un lieu de pèlerinage macabre. La maison de l'horreur. Ce que nous allons explorer n'est pas seulement l'histoire d'un quintuple meurtre. C'est la chronique d'une implosion familiale, d'une fuite planifiée et du mystère le plus tenace de l'histoire criminelle française. Où est Xavier Dupont de Ligonnès? Est-il mort, comme il l'a laissé entendre, ou est-il toujours là, quelque part, observant le chaos qu'il a créé? Restez avec nous jusqu'à la fin, car la vérité sur la préparation méticuleuse de ce crime et la piste qui suggère qu'il se croyait un survivant de l'apocalypse est plus terrifiante que le silence de la tombe. Nantes, avril 2011. La famille Dupont de Ligonnès. Le père, Xavier, 50 ans, entrepreneur en difficulté. La mère, Agnès, 48 ans, éducatrice. Et leurs 4 enfants, Arthur, 21 ans, Thomas, 18 ans, Anne, 16 ans, et Benoît, 13 ans. Une famille catholique pratiquante, apparemment soudée. Les voisins les décrivent comme discrets, polis, sans histoire. C'est cette normalité qui rend l'horreur à venir si insoutenable. Le drame se déroule dans une atmosphère de banalité déconcertante. Les premiers signes de l'anomalie apparaissent au début du mois d'avril. Les enfants ne se présentent plus à l'école ou à l'université. Agnès, d'habitude très présente, ne répond plus aux appels. Des lettres étranges sont envoyées aux proches, annonçant un départ précipité aux États-Unis sous la protection d'un programme de témoins. Xavier, dans ses courriers, évoque une appartenance à un service secret américain, une couverture pour une mission périlleuse. Ces lettres, d'un ridicule absolu, sont le premier indice de la dérive psychologique du patriarche. L'angle urbex de cette maison est particulier. Ce n'est pas une ruine abandonnée par le temps, mais une scène de crime abandonnée par l'horreur. Les volets clos, le jardin laissé à l'abandon, la voiture familiale retrouvée vide. Tout dans cette maison crie l'absence, mais une absence forcée, planifiée. Les enquêteurs, alertés par les proches inquiets, pénètrent dans la maison. Ce qu'ils découvrent est une mise en scène glaçante. Les lits sont faits, les affaires personnelles sont rangées, les photos de famille ont disparu. C'est le décor d'une vie qui a été effacée, méthodiquement, par celui qui était censé la protéger. Le 15 avril, Xavier est filmé pour la dernière fois par une caméra de surveillance à Roquebrune-sur-Argent, dans le Var. Il abandonne sa voiture, se dirige vers un hôtel, puis disparaît dans la nature, laissant derrière lui un sac à dos et un mystère insondable. C'est le début de la cavale fantôme, une fuite qui va durer des années, alimentant les théories les plus folles. Pendant ce temps, à Nantes, les recherches se concentrent sur la maison. Les enquêteurs, intrigués par la terre fraîchement remuée sous la terrasse, décident de creuser. C'est là, le 21 avril 2011, que l'horreur se révèle dans toute sa brutalité. 5 corps sont découverts, enveloppés dans des draps, recouverts de chaux vives et enterrés. Agnès et les 4 enfants, tous tués par balle, dans leur sommeil, avec une carabine 22 long rifle. Le père, Xavier, est le seul manquant. La façade de la perfection s'est effondrée, révélant un abîme de violence et de préméditation. La maison, autrefois un foyer, est devenue une tombe. Et le père, le protecteur, est devenu le monstre.
5 corps sous le jardin. Une mise en scène macabre avec des objets religieux. Dans notre prochain bloc, nous allons plonger dans Le secret enterré, décortiquer le modus operandi de Xavier et comprendre pourquoi il a choisi d'enterrer sa famille dans le jardin, transformant leur foyer en un mausolée personnel. Préparez-vous, car les détails de cette exécution sont d'une froideur terrifiante. La découverte des 5 corps sous la terrasse de Nantes a révélé l'ampleur de l'horreur. C'est le secret enterré, un acte d'une violence inouïe, exécuté avec une froideur et une préméditation qui glacent le sang. Les corps d'Agnès et des 4 enfants ont été retrouvés enveloppés dans des draps, recouverts de chaux vive pour accélérer la décomposition et neutraliser les odeurs. Mais le détail le plus macabre réside dans la mise en scène. Les enquêteurs ont découvert que Xavier avait placé de petits objets religieux, des médailles, des croix, des reliques catholiques, près des corps. Ce geste, loin d'être un signe de piété, est interprété comme une tentative de purification, une justification théologique de son acte. Xavier, dans sa dérive mystique, aurait pu se croire investi d'une mission, celle de sauver sa famille d'un monde qu'il jugeait impur. Le jardin, le lieu de vie, est devenu un lieu de sacrifice. Le modus operandi est d'une précision chirurgicale. Les victimes ont été tuées par balles dans leur sommeil, avec une carabine 22 long rifle, une arme de petit calibre, silencieuse, mais mortelle. Les autopsies ont révélé que les tirs étaient précis, visant la tête ou la poitrine. C'est l'acte d'un homme qui savait ce qu'il faisait, qui avait planifié chaque étape de son crime. L'angle urbex de cette phase se concentre sur le jardin, ce lieu de vie transformé en tombe. Les enquêteurs ont dû creuser, déterrer l'horreur sous le regard des voisins et des médias. La terre, qui était censée nourrir les plantes, a servi à cacher le secret. Le contraste entre la verdure du jardin et l'horreur qu'il dissimulait est une image puissante de la dualité de cette affaire. Les journaux de l'époque ont révélé que Xavier avait préparé le terrain. Il avait acheté de la chaux vive, des sacs de ciment, des bâches, tout le matériel nécessaire pour creuser et dissimuler les corps. Il avait même envoyé des messages aux écoles et aux proches annonçant le départ de la famille. Cette planification méticuleuse est la preuve d'une préméditation qui remonte à plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Un témoignage inédit qui a marqué les esprits est celui d'un ami de la famille, qui a reçu un message de Xavier quelques jours avant la découverte des corps. Dans ce message, Xavier évoquait la fin du monde, la nécessité de se préparer à l'apocalypse. Cette dérive mystique, combinée aux problèmes financiers, est la clé pour comprendre le mobile du crime. Xavier ne voyait pas le meurtre comme un acte de violence, mais comme un acte de salut, une manière de protéger sa famille de l'enfer à venir. Le secret enterré est aussi celui des relations familiales. Les enquêteurs ont découvert que Xavier avait des dettes colossales, qu'il était au bord de la faillite. Il avait menti à sa femme, à ses enfants, à ses amis. La façade de la perfection était une illusion, un château de cartes qui s'est effondré sous le poids de la réalité. Le meurtre était la seule issue qu'il voyait pour échapper à la honte et à la ruine. La maison de Nantes est devenue le symbole de cette trahison. Un lieu où l'amour s'est transformé en haine, où la protection s'est transformée en exécution. Le silence de la tombe, sous le jardin, est le silence d'une famille qui a été effacée, méthodiquement, par celui qui était censé la chérir. Qui était vraiment Xavier Dupont de Ligonnès? Un père aimant poussé à bout par la misère, ou un psychopathe froid et calculateur? Dans notre prochain bloc, nous allons décortiquer l'architecte de l'horreur.
son profil psychologique, ses dettes et la manière dont il a planifié le crime parfait. Préparez-vous à entrer dans l'esprit d'un homme qui se croyait un élu. Pour comprendre l'horreur de Nantes, il faut se plonger dans l'esprit de son auteur. Xavier Dupont de Ligonnès n'était pas un criminel ordinaire. C'était l'architecte de l'horreur. Un homme qui a planifié son crime avec une minutie déconcertante, un homme dont la dérive psychologique a été le moteur de la tragédie. Le profil de Xavier est celui d'un homme en pleine crise existentielle. Entrepreneur en difficulté, il accumulait les dettes, les échecs professionnels. Il avait menti à sa famille, à ses amis, sur sa situation financière. Cette façade de réussite qu'il s'efforçait de maintenir était en train de s'effondrer. La honte, l'humiliation étaient des sentiments insupportables pour cet homme issu de la noblesse, obsédé par l'honneur et la respectabilité. Mais la crise financière n'est qu'une partie de l'équation. Xavier était aussi un homme profondément religieux, avec une tendance à la dérive mystique. Il fréquentait des forums catholiques traditionalistes, où il évoquait la fin du monde, la nécessité de se préparer à l'apocalypse. Les experts psychiatres ont évoqué la possibilité d'un délire mystique, une conviction que le monde était sur le point de s'effondrer et qu'il devait sauver sa famille en l'emmenant avec lui. La préparation du crime est la preuve de cette planification méticuleuse. Xavier a acheté la carabine 22 Long Rifle, s'est entraîné au tir, a acheté la chaux vive et le matériel pour enterrer les corps. Il a envoyé les lettres aux proches, annonçant le départ pour les États-Unis. Il a même annulé les abonnements, retiré de l'argent et vidé la maison de tout ce qui pouvait le relier à sa vie passée. C'est l'acte d'un homme qui a décidé d'effacer sa vie et celle de sa famille pour échapper à la réalité. L'angle urbex de cette phase est celui des traces laissées par Xavier. Les tickets de caisse, les relevés bancaires, les messages électroniques. Ces fragments de vie, analysés par les enquêteurs, dessinent le portrait d'un homme qui a méthodiquement préparé son propre effacement. Le contraste entre la vie de famille, les vacances, les repas et la préparation secrète du crime est d'une violence psychologique inouïe. Un témoignage inédit, qui a fait surface, concerne les derniers jours de la famille. Les enfants, en particulier Arthur et Thomas, semblaient inquiets, mais n'osaient pas parler. Ils sentaient que quelque chose n'allait pas, mais la façade de la perfection était trop solide pour être brisée. Xavier, dans ces derniers jours, a joué le rôle du père aimant, du chef de famille, tout en préparant leur exécution. Le mobile du crime reste le point le plus débattu. Est-ce l'argent, la religion, la folie? La vérité est probablement un mélange des trois. Xavier, acculé par les dettes, a vu dans le meurtre-suicide la seule issue honorable. Mais au lieu de se suicider, il a choisi de disparaître, laissant derrière lui un mystère insondable. L'architecte de l'horreur est un homme qui a réussi à tromper tout le monde, sa famille, ses amis, les enquêteurs. Il a créé un scénario, une mise en scène qui a transformé sa vie en un roman noir. Et le plus troublant est que son plan a fonctionné. Il a disparu, laissant derrière lui une énigme qui continue de hanter la France. Xavier Dupont de Ligonnès a disparu sans laisser de traces. Mais où est-il? Est-il mort, comme il l'a laissé entendre, ou est-il toujours en vie, sous une nouvelle identité? Dans notre prochain bloc, nous allons explorer la cavale fantôme, les derniers avistamentos, les 1750 signalisations et le mystère de sa survie. Préparez-vous, car la vérité pourrait être plus simple et plus terrifiante que vous ne le pensez.
Le 15 avril 2011, Xavier Dupont de Ligonnès est filmé pour la dernière fois à Roquebrune-sur-Argent, dans le Var. Il abandonne sa voiture, se dirige vers un hôtel, puis disparaît dans la nature. C'est le début de la cavale fantôme, une fuite qui va durer des années, alimentant les théories les plus folles et les espoirs les plus tenaces. La zone de disparition est un lieu de nature sauvage, de grottes, de sentiers escarpés. Xavier, qui connaissait bien la région, aurait pu s'y cacher ou s'y suicider. Les enquêteurs ont ratissé la zone, sans succès. Le corps n'a jamais été retrouvé, ce qui a renforcé la conviction de certains qu'il est toujours en vie. La cavale fantôme est marquée par une série de signalements infructueux. Plus de 1750 personnes ont cru reconnaître Xavier, en France, en Europe et même aux États-Unis. Chaque signalement a été vérifié, chaque piste explorée, sans jamais aboutir. Le cas le plus célèbre est celui de l'homme arrêté à l'aéroport de Glasgow en 2019, qui s'est avéré être un citoyen portugais. Ces fausses pistes ont transformé l'affaire en une chasse à l'homme médiatique, où l'image de Xavier est devenue un fantôme qui hante la France. L'angle urbex de cette phase est celui des lieux de passage de Xavier. Les hôtels, les restaurants, les stations-service. Ces lieux, filmés par les caméras de surveillance, sont les dernières traces de sa vie. Les enquêteurs ont analysé chaque image, chaque geste, cherchant un indice, un signe de panique ou de préméditation. Le portrait qui se dégage est celui d'un homme calme, déterminé, qui a planifié sa fuite avec la même minutie que son crime. Un témoignage inédit qui a marqué les esprits est celui d'un randonneur qui a croisé Xavier quelques jours avant sa disparition. Il l'a décrit comme un homme seul, marchant d'un pas décidé, avec un sac à dos. Un homme qui semblait en mission, avec un objectif précis. Ce témoignage renforce l'idée que Xavier n'a pas agi sur un coup de tête, mais qu'il a suivi un plan. Le mystère de sa survie est le point central de cette cavale. Xavier a-t-il réussi à refaire sa vie sous une nouvelle identité? A-t-il trouvé refuge dans une communauté religieuse ou dans un pays lointain? La théorie la plus sombre est celle qu'il se serait suicidé, mais que son corps n'aurait jamais été retrouvé. Cette incertitude est le fardeau que la famille et les enquêteurs doivent porter. La cavale fantôme est aussi celle des messages posthumes. Quelques mois après la disparition, un journaliste a reçu une photo de Xavier avec une inscription manuscrite. « Je suis toujours vivant ». Ce message, dont l'authenticité est débattue, a relancé l'espoir de le retrouver. Mais il a aussi renforcé l'idée que Xavier est un manipulateur. Un homme qui joue avec les nerfs de la justice et du public. Le cas Xavier Dupont de Ligonnès est la dernière grande énigme criminelle française. Un homme qui a réussi à disparaître sans laisser de traces, laissant derrière lui une famille assassinée et une maison hantée. La question n'est plus de savoir s'il est coupable, mais où il est. La maison de Nantes est toujours là, mais elle est hantée par le souvenir de l'horreur. Dans notre dernier bloc, nous allons explorer le poids de la maison, le turismo macabre et l'héritage de cette tragédie. Et surtout, nous vous donnerons la clé pour participer à la résolution de ce mystère. La maison du 55, boulevard Robert Schuman à Nantes, est le point final de cette tragédie. C'est le poids de la maison, un lieu qui a été vendu, revendu, mais qui reste hanté par le souvenir de l'horreur. Les nouveaux propriétaires, des gens ordinaires, sont devenus les victimes d'un turismo macabre, des curieux qui viennent se recueillir ou simplement observer la maison de l'horreur.
La maison, malgré les travaux et les changements de propriétaire, reste marquée par son histoire. Le jardin où les corps ont été enterrés est un lieu de mémoire involontaire. Les voisins, les habitants du quartier, vivent avec le poids de ce secret, le souvenir d'une famille qui a été effacée. L'angle urbex de cette conclusion est celui de la mémoire collective. La maison n'est plus un foyer, mais un mausolée. Un rappel constant que l'horreur peut surgir dans la banalité du quotidien. L'héritage de cette affaire est la fascination pour le mal. Xavier Dupont de Ligonnès est devenu un mythe, un fantôme qui hante la France. Son histoire est racontée dans des livres, des films, des séries, alimentant la fascination pour le crime parfait. Mais derrière le mythe, il y a la réalité. 5 vies brisées, une famille détruite, et un homme qui a réussi à échapper à la justice. Le mystère de son paradero est le fardeau que la justice doit porter. Les enquêteurs continuent de recevoir des signalements, de vérifier des pistes, mais la vérité reste insaisissable. La théorie la plus probable est qu'il s'est suicidé, mais le fait que son corps n'ait jamais été retrouvé est la preuve que son plan a fonctionné. Il a réussi à disparaître, laissant derrière lui un mystère qui continuera de hanter la France. Un témoignage inédit qui a marqué les esprits est celui d'un des enfants de la famille, Thomas, qui avait envoyé un message à un ami quelques jours avant sa mort. « Je crois que mon père a un problème. » Ce message, lu après la découverte des corps, est le cri d'alarme d'un enfant qui avait senti le danger, mais qui n'a pas été entendu. Nous avons exploré les recoins les plus sombres de cette affaire. Nous avons décortiqué la façade de la perfection, le secret enterré, l'architecte de l'horreur et la cavale fantôme. La maison de Nantes est le symbole de cette tragédie, un lieu où l'amour s'est transformé en haine. C'est ici que vous entrez en jeu. L'histoire de la famille Dupont de Ligonnès ne doit pas être oubliée. Votre engagement est crucial pour que la vérité éclate. Nous vous demandons 3 choses, simples mais vitales. 1. Commentez ci-dessous. Quelle est votre théorie sur le sort de Xavier? Est-il mort ou toujours en vie? Votre analyse est une pièce du puzzle. 2. Abonnez-vous à notre chaîne. Chaque abonné est une voix de plus qui exige la vérité et la justice pour les victimes. 3. Laissez un like sur cette vidéo. Montrez à l'algorithme que cette histoire doit être vue, partagée et que le mystère de Nantes doit être résolu. Le poids de la maison est le poids de notre conscience. Ne le laissez pas se refermer. Partagez cette vidéo. Exigez la vérité, car tant que Xavier Dupont de Ligonnès sera en fuite, le fantôme de Nantes continuera de hanter la France. Merci de nous avoir accompagnés dans cette descente dans l'horreur. À très bientôt pour une nouvelle exploration des mystères non résolus.